Bienvenue à tous sur l'internaute.com et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Nous recevons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir Noël Mamère, député Europe Écologie Les Verts de Gironde et maire de Bègles. Bonjour Noël Mamère. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Philippe Lemoine, chroniqueur société à Ouest France, est avec moi pour co-présenter cette émission. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, vous connaissez le principe, vous avez 40-45 minutes pour poser toutes vos questions à Noël Mamère. Philippe et moi-même, nous nous ferons un plaisir de les retransmettre en direct. Alors, Noël Mamère, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Vous avez été déçu, clairement, par la conférence environnementale qui s'est tenue la semaine dernière. Le parti Europe Écologie Les Verts, pourtant, se satisfait des mesures, des annonces du cap fixées par François Hollande. Alors, la question est simple. Est-ce que vous allez quitter le parti comme vous en aviez fait la menace la semaine dernière? Alors, je m'interroge en tout cas sur le fait que de rester dans ce parti parce qu'effectivement je m'y retrouve plus beaucoup, simplement avant de prendre une décision comme celle-ci qui n'est pas banale pour quelqu'un qui a été le candidat des Verts à l'élection présidentielle en 2002 et qui est très attaché au rôle que peut jouer l'écologie dans les politiques publiques. Il faut s'interroger sur ce qu'a été cette conférence environnementale. C'est en effet une opération de séduction pour convaincre les écologistes qui n'ont pas eu beaucoup besoin d'arguments de rester dans le gouvernement et dans la majorité. Je considère que c'est une opération en trompe-l'œil dans la mesure où le Premier ministre, d'une certaine manière, a annoncé la couleur sur ce que sera cette transition énergétique. Elle avait même les couleurs du MEDEF et de la FNSEA qui se sont déclarés très satisfaits. Il a dit, d'ailleurs, un exemple, on pourrait en prendre plein, il dit qu'il ne touchera pas aux niches fiscales qui sont accordées à la pêche et au transport. Ça représente pas mal d'argent. La somme des niches fiscales qui nuisent à l'environnement et qui pourraient être remises en cause, c'est évalué par les ONG à peu près à 6 milliards d'euros, c'est-à-dire 2 milliards de plus que ce qu'est censé rapporter la contribution climat-énergie en 2016, c'est-à-dire 4 milliards. Je parle devant un journaliste de Ouest France qui est très concerné par la question des porcheries. Comment peut-on nous dire, d'un côté, à la conférence environnementale, qu'on va lancer un plan de 10 ans pour éliminer les algues vertes et de l'autre main, autoriser l'extension des porcheries? On est en pleine contradiction. On a bien compris que ça vous a pas satisfait. Ma question non, ça ne m'a pas satisfait. Je reproche à mes amis d'être allés chercher le bon Dieu dans les détails pour justifier leur présence au gouvernement. Et donc vous vous accordez un délai de réflexion? Mais le problème n'est pas de savoir, c'est pas ma décision ne changera pas le destin de la France. Je suis membre d'Europe Écologie Les Verts, je suis député, je suis maire d'une commune de 26 000 habitants, je suis un des acteurs parmi d'autres de la vie d'Europe Écologie Les Verts. Il y a une certaine résonance dans la vie politique. Au sein des Verts, vous n'êtes pas n'importe qui, comme vous le rappeliez à l'instant. Je pense que votre menace a eu un sens, et le fait que vous appeliez vos amis députés Verts à ne pas voter le budget a aussi un sens. Oui, ça a un sens, mais je ne sais pas si je serai suivi. En tout cas, moi, je sais ce que je ferai au moment de la loi de finances, parce que je considère qu'effectivement, le compte n'y est pas dans cette transition énergétique qui nous était annoncée, et qui pourtant est une urgence. Ce n'est pas un problème, c'est une solution, la transition énergétique, et la transition écologique au sens large. Je vois qu'on est en train de procéder à des petits aménagements, à des bricolages qui n'ont rien à voir avec un grand cap. Que le président de la République nous dise qu'on divisera nos émissions de gaz à effet de serre par 4 d'ici 2050, il ne fait que répéter ce qu'avait dit avant lui M. Raffarin. Qu'il nous dise qu'on va diviser par 2 la consommation d'énergie, c'est ça qui est essentiel. Sauf qu'avec quelques éléments que je viens de vous donner, je pourrais vous en donner d'autres, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Et puis il y a un autre sujet qui est beaucoup plus important, qui est aussi très important, c'est l'espèce de tour de passe-passe auquel a procédé le président de la République, suivi aussitôt par Jean-Marc Ayrault sur le nucléaire. On va y venir. On va revenir. On va aborder cette question. Pour Europe Écologie Les Verts, là, Pascal Durand a annoncé qu'il n'allait pas se représenter à la tête du parti. Est-ce que pour vous, il a été poussé à la sortie par Cécile Duflot, voire Jean-Marc Ayrault, même si le SMS semblait prouver le contraire? Comment vous vivez ça? Est-ce que c'est... Je vis très mal. Oui. Je vis très mal l'éviction de Pascal Durand. D'abord, Pascal Durand, il a été installé ici par ceux-là même qui aujourd'hui sont en train de lui montrer le chemin de la porte. Cécile Duflot?
C'est Cécile Duflot et ses amis. Là, je trouve que Cécile Duflot a été une excellente secrétaire nationale des Verts, des écologistes, qu'elle a permis justement cette ouverture des Verts à Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Aujourd'hui, elle est la vraie patronne d'Europe Écologie Les Verts. Enfin, il n'y a que les imbéciles ou les naïfs pour croire le contraire. Elle n'est pas la seule. D'ailleurs, les esprits critiques à Europe Écologie Les Verts ont une expression que je trouve tout à fait adaptée à la situation. Ils l'appellent la firme. Ceux qui aujourd'hui détiennent le pouvoir au sein d'Europe Écologie Les Verts et qui finalement en font le destin, nomment et révoquent ceux qui sont à leurs ordres finalement. Et Pascal Durand, quelles que soient ses qualités, il n'était dans cette affaire qu'un fusible. Il a été nommé à la suite de Cécile Duflot en 2012. Ça ne fait qu'un an. Au bout d'un an, on lui reproche d'avoir lancé cet ultimatum, d'être trop personnel. Bref, il ne convient plus. Et donc, les courants majoritaires, car c'est pas le parti, ce qui s'est passé durant le week-end, c'est ceux qui vont faire la majorité au Congrès, qui ont décidé de le remplacer par une proche de Cécile Duflot, qui a été présidente d'Act Up Paris, qui s'appelle Emmanuel Cos. Donc vous avez le sentiment que... moi, j'irai pas au Congrès. Pourquoi irais-je à un Congrès dont les jeux sont déjà faits ? Et tout ça s'est fait dans un petit cénacle, un clan, là, une famille, où on a bien organisé la succession de Pascal Durand, auquel on offre une jolie médaille en chocolat, avec la direction de la liste aux élections européennes en Ile-de-France. Donc quand même, avec la libre parole que vous avez là aujourd'hui et les commentaires quand même assez acerbes sur le parti que vous faites, est-ce que vous pouvez rester au sein de ce parti ? Je ne sais pas, je réfléchis, et je prendrai ma décision assez vite. Assez vite ? Oui, parce que c'est pas la peine de... Vous pensez que quelque chose Je peut ne suis changer ? pas d'accord, si vous voulez. Je ne suis pas d'accord avec la ligne politique. C'est quand même fracture, important. Cette ligne politique qui consiste à accepter tous les reniements de ce gouvernement depuis 2012 sur un certain nombre d'engagements qu'il avait pris avec nous, notamment dans le contrat que nous avons passé, un contrat de législature, en novembre 2011. Et je ne suis pas d'accord avec les méthodes qui sont utilisés par ceux qui aujourd'hui dirigent notre parti, qui ne ressemble plus à ce que j'ai connu, qui n'est plus le parti que j'ai représenté aux élections présidentielles de 2002. Quand Nicolas Hulot dit qu'il y a quelque chose de vicié à l'intérieur du parti, vous partagez ce sentiment ? Il n'a pas tort, sauf que Nicolas Hulot, s'il avait voulu contribuer à extirper ce vice qu'il dénonce dans son livre, au lieu de partir comme un voleur après avoir été battu aux primaires, il aurait dû rester dans le parti pour essayer de le transformer. Quand on fait de la politique, il faut accepter, on gagne, mais il faut accepter de perdre. Noël Mamère. Il ne faut pas partir. La fuite est mauvaise conseillère. Noël Mamère, selon vous, pourquoi est-ce que Cécile Duflot et Pascal Canfin restent au gouvernement ? Ce sont de bons ministres, là où ils sont. Pascal, avec le projet qu'il prépare sur la grande loi d'orientation sur le développement, le rôle qu'il a joué, je le vois moi en tant que membre du conseil d'administration de l'Agence française de développement, il contribue à lui imprimer une orientation vers le développement durable. Cécile est considérée comme une des meilleures ministres, mais le problème n'est pas de savoir s'ils doivent rester ou partir, c'est pas à eux d'en décider et c'est pas à moi de le dire, c'est au parti, c'est-à-dire d'avoir une réflexion politique. Et ce qui me choque dans le fonctionnement de ce parti, c'est qu'aujourd'hui on ne se pose des questions que dans la perspective d'élections municipales, de place, des élections européennes, et de savoir si et de maintien ou pas au gouvernement. C'est pas ça qui constitue l'architecture politique d'un parti et qui en fait un parti et qui continue à en faire un parti qui contribue à la réflexion. Les écologistes ont toujours beaucoup contribué à la réflexion politique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent et sur lesquelles nous avions dit voilà comment il faudrait faire il y a déjà un petit peu plus de 30 ans. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on ne produit plus rien. Sinon, l'organiser... Vous savez, en fait, ça se résume en une phrase. Oui. Europe Écologie Les Verts, c'est devenu un syndicat d'élus et de salariés d'élus. Et c'est pas comme ça qu'on peut fonctionner. On a une question d'un internaute, vous parlez du vote de la loi de finances tout à l'heure, et qui nous demande ne pas voter le budget, n'est-ce pas se tirer une balle dans le pied ? Non, c'est c'est reconnaître que ce budget ne correspond pas à ce que nous demandions. Certains diront que c'est se tirer une balle dans le pied.
Parce que ne proposant pas d'alternative, non, c'est pas faire le jeu de la droite. Il ne me semble pas que le front de gauche qui siège au Parlement, qui n'est pas dans la majorité, fasse le jeu de la droite. C'est pas parce qu'on sort de la majorité qu'on bascule dans l'opposition. On peut être à côté. Je ne suis pas d'accord avec... je pense qu'il y a mal donne, qu'il y a méprise sur la question de la transition écologique et que on a joué un double jeu, enfin le gouvernement a joué un double jeu. On va s'en rendre compte d'ailleurs assez vite dans les chiffres, les rapports qui seront publiés bientôt sur par exemple la baisse des énergies renouvelables. Donc voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut dire, vous n'avez pas entendu, vous avez une oreille qui écoute beaucoup les lobbies, le lobby pétrolier, vous vous souvenez quand même de ce qui s'est passé pour Madame Brick, sur la recherche pétrolière en Guyane, le lobby agricole, le lobby automobile, puisqu'on a refusé de taxer le diesel qui pourtant provoque 12 000 morts prématurées par an. On sent que vous vous sentez malmené quand même. Le lobby de la pêche, le lobby des transports, enfin, ça va. Alors revenons, Noël Mamère, à la conférence monumentale, un peu plus sur le fond. On sait que vous avez été déçu, mais il y a quand même plusieurs annonces que d'aucuns ont jugées très ambitieuses. Par exemple, le passage de la part du nucléaire de 75% à 50% ça sera pas à l'horizon. je peux vous dire que ce ne sera pas le cas. 2025. Là-dessus, c'est quand même une promesse. C'est quand même une promesse qui fait qu'on a signé un contrat avec le PS en 2011. Mais on ne le fera pas. Parce que déjà, on ne sait même pas si on va pouvoir fermer Fessenheim. Et il y a peu de chances que Fessenheim puisse fermer. Vous n'y croyez pas? Non, je n'y crois plus. Et d'ailleurs, tous les spécialistes du nucléaire vous diront que ce sera très difficile parce que la loi sur la transition énergétique ayant été reportée encore après les élections municipales, et il va y avoir un gros embouteillage puisque ces élections municipales, on a l'impression que c'est un mur. Alors après le mur, qu'est-ce qu'il y a? La promesse de la loi sur le vote des étrangers dans les élections municipales, le report de la loi Taubira sur la réforme du code de procédure pénale, la procréation médicalement assistée, la loi sur la transition énergétique. Et puis, il faut savoir écouter attentivement ce que disent des hommes aussi avisés politiquement que le président de la République, et qui sont répétés à la virgule près le lendemain par le Premier ministre. Le président de la République a dit concernant le nucléaire que l'on procéderait à non pas un confinement, mais un plafonnement de la production nucléaire. Donc ça veut dire quoi? Si on ne ferme pas Fessenheim, ça veut dire qu'on ne s'orientera plus vers une réduction de la part du nucléaire, mais sur un plafonnement de sa production, c'est-à-dire sur une non-augmentation de sa production. C'est pas exactement la même chose. Et pour arriver à passer de 75% à 50%, comme le dit très bien Greenpeace, mais ils ne sont pas les seuls, il ne faut pas fermer une centrale. Il faut fermer 20 réacteurs d'ici 2025. On en est très loin, puisqu'on construit l'EPR, puisque dans le budget, on a introduit le projet Astrid d'un réacteur nucléaire d'essai qui sera de 600 MW. Bon, et on poursuit le programme ITER qui coûte des milliards d'euros. Sur l'idée de ponctionner les bénéfices du nucléaire pour financer cette transition énergétique, alors ça c'est une annonce qui me fait sourire, parce que d'abord on disait contribution climat-énergie. Jusqu'à cette annonce samedi du président du Premier ministre, c'était pas la contribution climat-énergie, c'est une taxe carbone puisqu'elle ne concernait pas le nucléaire. Alors, le Premier ministre s'est rendu compte de la chose et il nous a annoncé qu'il y aurait un prélèvement. Mais je vous rappelle qu'EDF, c'est une société privée. Et j'attends de savoir, comme tous les experts, comment il va le préserver. Et de toute façon, rassurez-vous, enfin inquiétez-vous plutôt, c'est pas EDF qui paiera, mais c'est le consommateur. Mais alors, justement, Noël Mamère, parlons de la contribution énergie-climat. Finalement, cette taxe, cette contribution, elle va concerner le diesel. Non, elle ne concerne. Oui, bien sûr, elle concerne aussi. Elle concerne les carburants. Votre agacement. Elle concerne le gazole, mais elle ne concerne pas le diesel. Il n'y a pas de taxe prévue de rattrapage. Pas spécifiquement sur le diesel, pour rattraper l'essence. Mais ce que proposait d'ailleurs la Fondation Nicolas Hulot était tout à fait compatible et socialement acceptable. Il proposait qu'on augmente sur 10 ans de 1 centime d'euro le diesel pour rattraper en 10 ans le différentiel avec l'essence. C'est pas ce qui va se passer. Or, on n'a pas de chiffres encore. On aurait dû les avoir, mais ils n'ont pas été donnés. Mais ceux qui sont prévus, qui répondent à peu près au rapport de M. de Pertuis, c'est de fixer un prix au carbone qui soit de 7 euros la tonne.
et qui monte en puissance d'ici 2014 C'est et ça. qui arrive à 22,5 Absolument. euros en 2016. Mais là encore, une contribution climat-énergie ou une taxe carbone, comme cela a été institué dans de nombreux autres pays européens, ça n'était pas une programmation 2014, c'est sur 2 ans. Là, on nous propose une feuille de route sur 2 ans. Comment voulez-vous que les industriels s'adaptent à cette contribution climat-énergie pour réduire la pollution dans leur production et s'adapter? Une taxe Mais pour les plus il aurait fallu fixer une échéance jusqu'au Ouais. moins en 2020 et qu'on propose 40 euros par exemple la tonne en 2020 comme le proposait la Fondation Nicolas Hulot. Mais 7 euros, c'est un prix qui est très bas, Jusqu'à 22. qui est un prix qui est tellement bas d'ailleurs qu'aujourd'hui les quotas de carbone ne fonctionnent pas parce qu'ils sont à ce prix qui n'est absolument pas un levier et qui n'est absolument pas incitatif à éviter la pollution. Le GIEC, vendredi prochain, va donner son rapport sur le climat. Oui. Visiblement, d'après les infos qu'on a pu avoir, les gaz à effet de serre n'ont pas cessé d'augmenter. Le niveau de la mer augmente également. Les scientifiques tirent une fois de plus la sonnette d'alarme et ont quand même le sentiment de ne pas être complètement écoutés par les décideurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne peux en penser que du mal. Certes, ce n'est pas aux experts de décider de la politique nationale ou internationale. Mais le problème, il est mondial. Et il sera d'autant plus mal vécu par ceux qui aujourd'hui sont ce que j'appellerais des victimes de la double peine. C'est-à-dire des gens qui habitent dans les pays du Sud, qui sont déjà victimes des injustices sociales et qui vont être victimes des injustices environnementales. L'exemple le plus emblématique est évidemment celui du Bangladesh, où vous avez des ouvriers qui sont traités comme des esclaves modernes. Et c'est l'accident l'autre jour qui a fait plus de 1500 morts dans ces ateliers qui nous permettent de porter des beaux vêtements. Et puis ce sont aussi c'est un pays qui est un pays de delta et dont une partie risque de disparaître sous les eaux avec le réchauffement climatique. Donc, effectivement, il y a, je crois, de la part des responsables politiques une forme de, non pas d'insouciance, mais une forme d'irresponsabilité qui est très grave pour les générations futures. Et il faut bien qu'ils se disent que si nous ne faisons rien, ce sont nos enfants qui vont le payer au prix le plus élevé. Donc il y a des efforts qui sont faits, c'est vrai, mais on est très très loin de l'engagement qui a été pris par les uns et les autres de diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc là, en France, on est en dessous du seuil qu'on avait prévu. C'était une réduction de 13,6, on est à 13,2, je crois. Noël Mamère, vous avez porté plainte contre X récemment à Chambéry. Pas tout seul. Pas tout seul, avec 3 autres ouais. députés Europe Écologie Les Verts, pour mise en danger de la vie d'autrui concernant le projet Lyon-Turin. Alors là... c'est une très bonne question. Autant vous le dire tout de suite, on a été assez décontenancés. Ah bon? On sent un coup de provoque, quelque part. Mais certainement pas. D'abord, c'est pas de la provoque, parce que je vous rappelle quand même que ce projet de ligne Lyon-Turin, il ne date pas d'aujourd'hui. Que dans la vallée alpine des Alpes d'Italie, ça fait 20 ans qu'ils se battent contre ce projet. Que Lyon-Turin n'a pas été abandonné par les investissements d'avenir qui ont été présentés au mois de juillet. D'ailleurs, dans ces investissements d'avenir qui étaient présentés comme un outil de la transition écologique, le gouvernement s'est empressé, par exemple, par rapport au rapport Mobilité 21 sur les transports, de choisir l'hypothèse 2, c'est-à-dire celle qui fait encore la place belle à des infrastructures autoroutières comme le Lyon-Saint-Étienne et puis à quelques contournements de villes qui répondent aux exigences de quelques barons socialistes. Vous voyez ce que je veux dire? Lyon-Turin, c'est un projet de 30 milliards d'euros. Je dis bien 30 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près la somme qu'il faudrait utiliser et répartir sur la mise en conformité ou sur la rénovation de lignes ferroviaires qui pourraient accélérer le transport des camions sur les trains. Aujourd'hui, il y a une ligne. Cette ligne, elle fonctionne à 17% de sa capacité. Vous savez combien de camions passent entre le Mont-Blanc et le Fréjus? 1 258 000 camions. Or, un camion, c'est une charge moyenne de 16 tonnes. Donc, si on rattrape le différentiel entre 17% et 100%, c'est-à-dire qu'on met aux normes, qu'on modernise la ligne actuelle, plutôt que de se lancer dans ce projet pharaonique du Lyon-Turin,
on pourrait très vite mettre 1 million de camions sur les trains. Oui. Et pourquoi nous avons porté plainte avec Oui. le collectif qui se bat? Allez-y. Parce que nous avons lu le rapport du Comité international contre le cancer et le rapport de l'OMS de juin 2012 qui dit que les particules de diesel, ça provoque la mort prématurée de 12 000 personnes Vous par an. savez qu'on va vous reprocher qu'à long terme, ce projet est au contraire Mais non, c'est une erreur de croire ça, comme c'était une erreur de croire que le canal Rhin-Rhône réglerait tout. Il fallait faire des travaux gigantesques. Donc la question, elle est comme les lignes TGV, on en Oui. a abandonné quelques-unes. Quand vous faites une ligne TGV, vous prenez d'abord beaucoup d'emprise, Oui. et puis vous ne facilitez pas le transport des camions sur les trains. Aujourd'hui, moi je suis dans le sud-ouest. On a abandonné fort heureusement la ligne Bordeaux-Irun. Mais sur la ligne Bordeaux-Irun, on pourrait faire des travaux aujourd'hui qui coûteraient 10 fois moins cher que le projet de ligne TGV, qui permettrait d'éviter que devant Bègles passent chaque jour 7500 camions. On va passer à notre sujet. L'autre sujet du moment, c'est l'exploitation des gaz de schiste. Alors, il y a à Jouarre, en Seine-et-Marne, il y a un forage d'exploration pour voir un peu ce que contient le sous-sol. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces forages d'exploration? Est-ce que c'est pas un peu une mainmise pour aller ensuite vers l'exploitation? Bien sûr. Et est-ce que les gaz de schiste sont cette espèce de manne espérée, le nouvel Eldorado pour la France? Et comment les Verts peuvent, au sein du gouvernement, réagir par rapport à ça? Alors le gouvernement, il est, j'allais dire, divisé. Le président de la République a pris une décision, c'est de ne pas autoriser l'exploration des gaz de schiste avec ce qu'on appelle la fracturation hydraulique. Cet avis n'est pas partagé par tous ses ministres, je pense en particulier au ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, mais dans sa majorité non plus. Dans sa majorité, il y a des pro-nucléaires, pro-OGM, pro-gaz de schiste qui sont puissants, y compris d'ailleurs dans sa majorité comme dans l'opposition. Ils se retrouvent tous dans un endroit que connaissent mal les journalistes qui s'appelle l'Office d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui réunit des députés et sénateurs de droite et de gauche. Et là, récemment, un député connu pour son appétence pour le nucléaire, Christian Bataille, et un sénateur qui s'appelle M. Lenoir, ont publié un rapport disant qu'il faut trouver des alternatives au gaz de schiste, qui sont vraiment gaz de schiste, gaz de schiste. Moi, je leur réponds ceci. C'est difficile à expliquer. Qu'on pourrait avoir des millions de tonnes de gaz de schiste sous nos pieds, qu'il ne faudrait pas les exploiter, puisqu'on doit, selon le GIEC et nos engagements, sortir des sociétés carbonées. Donc gaz de schiste, c'est encore plus de carbone. Je donne cet exemple qui, finalement, est une bonne image. Quand l'homme est sorti de l'âge de pierre pour entrer dans l'âge de fer, c'est pas parce qu'il manquait de pierre, c'est puisqu'il a changé de modèle. On va passer à une autre question intéressante qui revient souvent dans les questions des internautes, Noël Mamère. Notre-Dame-des-Landes. Oui. La question Vous est... avez entendu parler de Notre-Dame-des-Landes, la conférence radioresponsables? Ah voilà, Vous avez entendu parler du Lyon-Turin? Ah bon, non. là-dessus. Alors, la question qu'on a envie de vous soumettre, c'est est-ce que vous soutenez, est-ce que vous comprenez ce que vous soutenez la forme radicale qu'a pris le mouvement Mais là-bas? écoutez, dans tous ces mouvements, qui est radical? Le gouvernement s'obstinant sur un projet qui date d'avant le Concorde et qui est complètement dépassé aujourd'hui? Ou ceux qui aujourd'hui disent vous ne le ferez pas et qui utilisent que des méthodes radicales? Ce ne sont pas des révolutionnaires, ce ne sont pas des gens... Il y a eu quelques... Mais oui, mais ils se sont pris quand même quelques coups de matraque sur la tête aussi. Oui. Bon, et puis parmi, il y a des gens qui ont, comme il y en avait au Larzac, il y a des gens qui sont radicaux, qui sont dans des ruptures avec la société. Enfin, l'essentiel de la bagarre, elle est partie des paysans. Regardez ce magnifique film qui s'appelle Tous au Larzac, qui vous raconte comment la greffe a pris entre ces babacools qui arrivaient de la ville et ces paysans qui étaient plutôt de droite d'ailleurs pour beaucoup. Et puis c'est comme ça qu'ils ont réussi. On est très loin du Larzac. Non, on n'est pas loin du Larzac, c'est la même chose. Franchement, C'est Noël exactement Mamère. la même chose. Franchement, Noël Mamère, est-ce militant. que c'est pas trop tard? Est-ce que c'est pas acté déjà? Il va se faire l'aéroport. Alors là, je pense que vous vous mettez le doigt dans l'œil, si vous me permettez cette les élus ont expression triviale. voté. Tout le monde, c'est dans la tête de tout le monde, non? Aujourd'hui, le gouvernement cherche une porte de sortie, c'est pour ça qu'il reste aussi silencieux sur Notre-Dame-des-Landes. Et je vous rappelle quand même qu'il y a eu une commission d'enquête et que le rapport de la commission d'enquête n'est absolument pas favorable à Notre-Dame-des-Landes. Donc, sauvons cette zone bocagère et écoutons les pilotes. Est-ce que Jean-Marc du Ayrault coin peut rester Premier ministre de la France si Notre-Dame-des-Landes ne se fait pas? Oui, écoutez,
je ne vois pas pourquoi il ne resterait pas Premier ministre de la France. C'est pas à moi de toute façon d'en décider. C'est pas parce qu'on renoncerait à Notre-Dame-des-Landes que ce serait une insulte pour Jean-Marc Ayrault. C'est peut-être même une preuve de grande intelligence politique. Noël Mamère, on va passer à notre séquence pour-contre. C'est très rapide, 5 questions, Mhm. pour ou contre, une phrase d'explication, le plus court possible. Pour-contre, Noël Mamère, la généralisation du tiers payant. Pour. Mesure d'équité, mesure de Évidemment, simplification. quand vous avez près de 10% de la population qui est au chômage, que vous avez, comme l'a dit le rapport de Levoy, 15 millions de familles qui ne savent pas comment terminer le mois à 40 € près, oui, le tiers payant, évidemment. Pour ou contre la création d'une peine de probation? Pour la création d'une peine de probation, je me suis battu dans l'ancien mandat contre les lois Sarkozy et contre cette iniquité des peines planchées qui supprime l'individualisation des peines que doit décider le juge, qui est un des principes fondateurs du droit français. Et on voit bien que les questions de récidive ne sont pas liées, enfin sont liées, qu'on ne luttera pas contre la récidive en ne mettant pas en place les peines de probation, bien au contraire. Seulement, il faut engager ceux qui suivent la probation. Il faut engager, c'est-à-dire augmenter le nombre de SPIP. Pour ou contre, Noël Mamère, le maintien de la réserve parlementaire. S'il y en a plus, ça me changera, ça ne me gênera pas. C'est un maintien d'une forme de clientélisme, reconnaissons-le. Question à l'ancien journaliste que vous avez été. Pour ou contre la réforme des aides à la presse, dans une période où la presse, et notamment écrite, souffre? Non, je suis pour la réforme Je suis pour l'aide à la presse, alors D'accord. qu'elle soit réformée pour qu'elle soit plus équitable et qu'elle ne satisfasse pas que les grands groupes, oui, bien sûr. Ou en tout cas, qu'elle profite à ceux qui essaient d'assurer une information indépendante, comme c'est le cas de Ouest France. Bon, merci. Pour ou contre, Noël Mamère, alors tout d'abord la PMA pour les couples et femmes homosexuels, et puis plus loin, derrière, la GPA. Peut-être que les débats vous ont fait évoluer sur cette question. Moi, je n'ai pas du tout évolué. Enfin, je pourrais évoluer, oui, certainement, mais je reste convaincu, comme nous l'avons dit, et les écologistes sur ces questions-là sont plutôt en avance. Nous avons toujours défendu la procréation médicalement assistée pour les femmes homosexuelles, pour une raison très simple, c'est que si elles ne le font pas ici, elles vont le faire en Espagne, en Hollande et dans d'autres pays. Donc plutôt que de les obliger à contourner une loi comme par exemple la loi sur l'interdiction de consommation du cannabis. Moi, je faisais partie, j'étais le premier, comme ça, en 2002, à défendre la légalisation contrôlée. Ça commence à pénétrer dans les esprits maintenant, alors que nous sommes le premier consommateur de cannabis en Europe, ce qui est complètement fou. Et donc nous sommes pour l'extension de la PMA, pour sortir de l'exception thérapeutique pour les couples infertiles, hétérosexuels, pour que les femmes homosexuelles puissent fonder des familles, et nous sommes pour l'encadrement de la GPA. J'avais soutenu la proposition de loi qui avait été formulée par ma collègue André au Sénat. On va passer à Noël Mamère, à une petite séquence consacrée au municipal. Oui. Ça approche. Hein. Alors, on a plusieurs questions là-dessus, sur vos relations avec le PS. Question simple, comment envisager des listes communes si Europe Écologie Les Verts refuse de voter le budget et s'inscrit hors de la majorité? Europe Écologie Les Verts, je vous le dis ici, vous pourrez le ressortir, ne refusera pas de voter le budget. Moi, je refuserai de voter le budget, mais je ne suis pas toute Europe Écologie Les Verts, et je ne... Vous avez appelé vos Oui, amis j'ai à appelé, ne mais, pas oui, voter le mais budget. mes collègues ne sont pas forcés de m'entendre. La preuve, il semble que... Vous savez qu'ils ne vont pas vous entendre, en fait. Une partie ne m'entendra pas, peut-être que d'autres m'entendront, mais dans le groupe écolo, qui n'est pas le groupe Europe Écologie Les Verts, à l'Assemblée, peut-être ne serais-je pas le seul. Mais vous pourriez poser la même question, par exemple, à Pierre Laurent, du Parti communiste français, qui fait partie du Front de gauche, qui n'est pas dans la majorité, qui pourtant construit des listes municipales avec ses alliés socialistes. Moi, je conduis la ville de Bègue depuis 1989 avec un équilibre entre socialistes, écologistes et société civile, et je maintiendrai, quoi qu'il arrive, cette composition, parce que sur place, ça se passe bien. Les problèmes locaux n'ont rien à voir, ou en tout cas ne sont pas directement liés au débat national. Quand on travaille bien pour une ville avec de bons alliés loyaux, on n'a aucune raison d'arrêter. Et pourtant, sur le débat national, il y a quelque chose qui émerge cette année fortement, c'est les pourcentages du Front National annoncés, qui sont de l'ordre de 16%, je crois, sur les municipales. Comment vous expliquez que la société française ait une telle envie de voter pour un parti Parce que la société française, elle est déboussolée. Je ne ferai qu'enfoncer des portes ouvertes derrière un certain nombre de sociologues
En vous expliquant qu'il y a chez une bonne part de Français, qui sont des millions aujourd'hui, un sentiment de déclassement. Ils éprouvent le déclassement. Donc il y a des effets mécaniques. Le chômeur est forcément un assisté, l'étranger est forcément un gêneur, et le fonctionnaire un feignant. Et mécaniquement, ça vient vers le Front National. Donc je pense que plutôt que de montrer du doigt et de lancer des cris d'orfraie contre le Front National, il nous faut, nous, à gauche, et dans la droite républicaine, qui malheureusement, y compris Fillon, est en train de flirter dangereusement avec ces gens-là, il nous faut démontrer le côté absolument nocif et toxique des idées du Front National, qui surfent sur le malaise des Français. Regardez ce qui s'est passé avec cette histoire du bijoutier de Cannes, de Nice. Ouais. C'est effrayant. C'est l'exaltation, les likes, là. Ça voulait dire lynchage. Ouais. Hein, ça n'est rien d'autre que ça. Donc on peut pas... Et je pense que quand on voit Estrosi et Valls à côté pour défendre les victimes, je suis assez dubitatif sur le comportement du ministre de l'Intérieur concernant cette affaire. Bien sûr qu'il faut défendre les victimes, mais on ne peut pas exalter la loi du talion. Donc on est effectivement dans une situation de grand malaise qui va mécaniquement profiter au Front National, sans doute moins aux élections municipales qu'aux élections européennes, mais les élections européennes risquent d'être dramatiques. Noël Mamère, on va passer à la dernière séquence de l'émission. C'est une séquence sur laquelle on va vous interroger sur les derniers faits d'actualité de cette semaine. Oui. On va commencer par le fait d'actualité de jeudi dernier pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Alors jeudi, François Hollande était au Mali pour un discours qui a été beaucoup commenté, dans lequel il a prononcé ces mots « Nous avons gagné cette guerre ». Alors, vous avez été l'un des seuls députés à s'élever contre l'intervention française. Est-ce que vous avez révisé votre jugement au vu des faits et de comment s'est déroulée cette intervention? Je vais modifier mon jugement, mais ça ne change rien au fond. Parce que ce qu'a déclaré d'abord une guerre, c'était une intervention militaire contre des djihadistes motorisés. Ça n'a rien à voir avec ce que pourrait être une guerre contre les forces armées de Assad en Syrie. C'était ce qui était prévu, c'était ce qui était prévu à l'origine. La réalité, c'est que aujourd'hui, on fait croire que il y a une très forte participation de ceux qui vivent au Mali, mais une très faible participation au nord, c'est-à-dire là où se posent des problèmes. Et la diaspora, qui est quand même très importante dans notre pays, ils n'ont été que 30 000 à voter sur 200 000, parce qu'ils n'ont pas voté, et je mets de côté les 350 000 déplacés et réfugiés qui n'ont pas pu voter. Le problème, c'est que la France va maintenir sa présence militaire dans cette partie de l'Afrique, qu'elle a des bases militaires en Afrique. Ah oui, c'est un problème, oui. C'est la perpétuation de la France-Afrique. Il ne faut pas soutenir le régime en place face aux menaces. C'est pas le problème. On peut soutenir un régime en place autrement que par la voie militaire et par un changement de notre aide au développement. Et jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire qu'on ait particulièrement bien aidé ces pays. Alors, donc ça demande une révision de la politique africaine de la France. Vendredi, il y a eu un autre discours qui a aussi un peu surpris, c'est celui du pape. On voit un discours d'ouverture, de miséricorde, et notamment sur des questions sur lesquelles l'Église était plutôt fermée jusqu'à présent, notamment les questions de sexualité, de divorce, d'avortement. Ça vous évoque quoi? C'est une évolution, mais ce pape est en train de ramer, si je puis dire, pardonnez-moi l'expression pour un pape, après les reculs de Benoît XVI et d'une Église quand même extrêmement conservatrice. Donc je ne pense pas que ce pape soit un pape révolutionnaire, il n'aurait pas été nommé sinon, mais il va procéder à une ouverture. Donc moi je suis heureux quand j'entends l'Église revenir à plus de réalisme et à plus d'ouverture et à tenir compte de ce qu'est la réalité de la société. Alors ce week-end, l'actualité qui a marqué, c'est l'élection bien sûr d'Angela Merkel. Alors, on a envie de se dire, quelque part, malgré tout, c'est l'austérité qui a gagné. Les rigueurs budgétaires n'ont pas effrayé les électeurs. Est-ce que c'est la preuve, selon vous, que, j'imagine votre réponse, mais quelque part, on ne peut pas dire que l'austérité a effrayé les électeurs. Est-ce que c'est pas la preuve que c'est très efficace? Non, je crois pas. Je pense que l'Allemagne l'Allemagne est le pays, c'est un lieu commun de le dire, le plus riche de l'Union européenne. D'une certaine manière, Merkel est considérée comme une sorte de protecteur de cette Allemagne riche. Mais il faut regarder la réalité de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est beaucoup de travailleurs pauvres.
C'est aujourd'hui un pays qui vieillit très dangereusement et qui donc est malheureusement appelé à ne pas rester aussi puissant au sein de l'Union européenne. Donc je crois que là aussi on est un petit peu dans le trompe-l'œil, mais c'est un succès personnel pour Mme Merkel, c'est une évidence. Vous ne pensez pas que la rigueur budgétaire a fait ses preuves? Non, je ne crois pas, parce que je voie... pense qu'au contraire, Mme Merkel elle est en train de récolter les fruits des réformes de Schröder. Les journées parlementaires du PS ont ouvert hier. On sent au sein de certains élus une position un peu différente sur la pression fiscale. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement est allé trop loin? Non, je ne pense pas. Il y a d'ailleurs dans le journal Libération de ce jour qui est consacrée au prétendu ras-le-bol fiscal, une très bonne analyse qui démontre le fait que la pression fiscale que l'on dénonce n'est pas aussi grande que cela. Surtout quand on la compare avec d'autres pays, notamment sur les prélèvements obligatoires. Oui, ils sont plus importants en France, car 46,5% que par exemple aux États-Unis d'Amérique, mais nous assurons la protection de santé de tous, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, qui dépensent beaucoup d'argent avec les assurances privées. Et puis il faut quand même dire à ceux qui nous écoutent que l'impôt, c'est pas une punition, mais que le consentement à l'impôt, c'est fondateur de notre pacte républicain. Car s'il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de sapeurs-pompiers, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de ministre de l'Intérieur, Vous ne partagez pas ministère de tout de même l'Intérieur. le ras-le-bol fiscal? Le ras-le-bol fiscal, c'est une grosse connerie, pardonnez-moi de le dire, une grosse bêtise qui a été prononcée par Pierre Moscovici, qui est quand même le ministre des Finances. Donc le ras-le-bol fiscal, écoutez, le vice originel, il est dans le fait que François Hollande et le gouvernement n'ont pas eu le courage de mettre en œuvre la grande réforme fiscale qui était promise. Et dont des gens comme Thomas Piketty avaient fixé les principes. Faute de grandes réformes fiscales, on est aujourd'hui avec ces bidouillages de la conférence environnementale sur la fiscalité écologique, et on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui, avec un jour on augmente la TVA, le lendemain on l'augmente pas, on vous dit que ça fait 30 ans que les socialistes disent pas de TVA, et au 1er janvier on va se prendre 6 milliards d'augmentation. Il y a eu un peu de confusion quand même entre les pauses, C'est la confusion totale, il fallait dès le début du mandat, engager la grande réforme fiscale qui était promise et qui aurait, je pense, eu des effets très positifs. Et dès le début du mandat, engager la loi sur le mariage pour tous, et nous n'aurions pas assisté à ces débats absolument catastrophiques. Noël Mamère, l'actualité d'aujourd'hui, on vient de l'apprendre ce matin, oui. Concernant l'affaire Bettencourt, l'expertise a été validée, ce qui ouvre la voie à une mise en examen continue de Nicolas Sarkozy qui sera jugé. Quel est votre sentiment là-dessus? Vous savez, je fais partie de ceux qui ont toujours dit que l'affaire Woerth-Bettencourt, l'affaire Bettencourt, elle est remontée au plus haut niveau. Donc il n'y a pas que celle-ci, hein. Il y a l'affaire Karachi aussi qui est beaucoup plus grave. Enfin, les deux sont graves. Donc voilà, on va... C'est la preuve que quand la gauche est au pouvoir, elle a beaucoup de défauts, mais quand elle est au pouvoir, elle laisse les juges faire leur travail. Souvenez-vous des interventions du conseiller justice de M. Sarkozy, qui s'appelait M. Ouar pour empêcher, et de l'ancien procureur de la République de Nanterre, qui ont tout fait effectivement pour empêcher que la justice suive son cours et qu'on remonte au plus haut niveau, parce que c'est en effet de cela qu'il s'agit. Vous pensez que cette décision ferme la porte définitivement à un retour de Nicolas Sarkozy en politique? Je pense qu'il n'y aura pas besoin des décisions de justice pour lui fermer la porte. Il a suffisamment de copains à l'UMP qui n'ont pas envie de lui ouvrir les portes. Allez, ce sera le dernier mot de cette émission. Merci beaucoup Noël Mamère. Merci beaucoup. Merci Philippe Lemoine. Merci. Merci à vous chers internautes. On se retrouve très vite mardi prochain pour une nouvelle émission de Direct Politique. À bientôt. Restez connectés.